Bonjour et hallo à toutes et à tous, ici Berlin. Bonne année, gesundes neues Jahr, et comme me le disait une connaissance au soir de la Saint-Sylvestre, souhaitons pour 2025 qu'un gouvernement soit rapidement formé en Allemagne. C'est vrai que tout est un peu en suspens depuis novembre, l'État fonctionne, mais on sent clairement qu'on est dans un entre-deux et ce n'est jamais très confortable. Des lignes claires, des perspectives pour la nouvelle année, c'est un bon vœu, oui, mais d'abord, l'Allemagne doit voter, et voter sereinement. C'est difficile alors que la fureur du monde surgit quotidiennement de nos téléphones portables. Les réseaux sociaux nous prennent à la gorge et au cœur. Quelle place pour les débats techniques, la nuance, l'expertise, l'argumentation? Comment reconnaître et dire que parfois il n'y a pas de réponse? Les thèmes ne manquent pas pour la campagne électorale, mais le vrai enjeu pour la démocratie allemande est peut-être là. Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast avec un K, celui qui vous parle de politique, avec un K, épisode après épisode, au cas par cas, en fonction de l'actualité. Et en ce début janvier, l'actu est assez simple. Plus que 6 semaines avant les élections législatives, le 23 février, l'Allemagne va élire un nouveau Bundestag et en fonction des résultats, il y aura la formation d'une coalition et d'un gouvernement, moment démocratique, moment collectif. Et donc, au podcast, pour bien vous raconter tout ça, on a élargi le collectif. 6 institutions indépendantes spécialisées dans les questions européennes ou franco-allemandes ont rejoint le DFI dans l'aventure et Stefan Seidendorf, que vous connaissez toutes et tous très bien maintenant, voix historique et familière du podcast, nous explique pourquoi. Alors la société, la politique, elle est très diverse et donc il y a plus qu'une mission de voir les choses. Et on voulait surtout montrer qu'il y a tout un réseau d'acteurs, de chers collègues très compétents sur le franco-allemand, sur la France et sur l'Allemagne qui sont capables d'expliquer ce qui se passe et de réunir pour la première fois en fait toute cette expertise dans un produit, dans un podcast. On commence dès maintenant avec un épisode que les critiques culture de Télérama ou du Süddeutsche Zeitung présenteraient comme un épisode choral. Avec tout le monde autour du micro, les 7 partenaires vont prendre la parole et se répondre tour à tour pour commenter l'actualité. Car il faut reprendre le fil, il s'en est passé depuis la mi-décembre et vous allez l'entendre. C'est toute une série d'événements de diverses natures, mais tous ont en commun, sans doute, de plomber encore un peu plus l'ambiance générale ici en Allemagne en ce début de campagne, l'impression presque crépusculaire que rien ne va plus, que le pays n'est plus tenu, que tout part à volo. Et ça va forcément jouer un rôle dans la campagne. Premier exemple, le plus dramatique, le plus chargé en émotions certainement, l'attaque du marché de Noël de Magdebourg. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich finde das erschreckend. Ja, ganz schön bedrückt. Naja, nun weiß man ja auch nicht, warum der das gemacht hat. On a appris cette semaine qu'une 6e personne était décédée, 5 femmes, un enfant, plus de 60 blessés graves, fauchés le 20 décembre par une voiture bélier au volant de laquelle il y avait un réfugié saoudien de 50 ans, psychiatre, mais aussi militant anti-islam, complotiste et parano, un profil très atypique qui n'entre dans aucune case et malgré sa violence explicite sur les réseaux sociaux et plusieurs plaintes déposées contre lui, eh bien il était passé entre les mailles de la surveillance de la police. Ce que ça alimente certainement, c'est un sentiment d'insécurité générale. Cette voix, c'est celle de Jakob Ross, chercheur à l'Institut de politique étrangère, la DGAP, à Berlin. Un sentiment que l'État allemand, ou l'État tout court, n'est plus à même de protéger ses citoyens contre ce genre de menaces. Parce que même si on mettait des milliers de policiers supplémentaires dans les rues de l'Allemagne, ça n'empêchera pas ce genre d'attentat. Et ça, c'est une vérité assez brutale. Et là encore, je pense qu'il faut différencier entre les réactions dans les médias classiques et les réactions parfois très émotionnalisées sur les réseaux sociaux, mais qui montraient un pays qui n'est pas en bon état, qui est dans un moment de faiblesse avant ces élections de février. À mesure que l'enquête avance, on réalise qu'il y a eu des failles, beaucoup de failles liées entre autres à l'organisation des services de renseignement répartis entre les Länder et l'État fédéral. Et donc Martin Koopman, le directeur de la fondation Gensagen, une institution qui travaille sur les questions européennes dans une dimension trilatérale, France, Allemagne, Pologne, eh bien Martin Koopman voit au moins 2 conséquences à cette attaque de Magdebourg. D'un côté, il y a le problème de communication au sein de l'administration allemande, au sein de la police, au sein des services de sécurité, etc., etc. Donc ça, c'est un problème de fond, une capacité de gouvernance, si j'ose dire, qu'il faut prendre très au sérieux. De l'autre côté, je crains, et ça déjà pour la campagne électorale, mais aussi pour la suite, que des événements comme à Magdebourg seront objets d'une instrumentalisation
pas seulement de l'AfD, mais aussi des autres partis politiques. Et qu'on perdra de vue les faits en ce qui concerne l'évolution de l'immigration en Allemagne, qu'un débat honnête et sérieux sur la question de l'immigration, de l'intégration aussi, sera bien sûr sous la pression de tels événements et pas toujours dans un sens de la bonne mesure du vrai défi qui est sur la table. Le profil de l'auteur de l'attaque a particulièrement compliqué la communication des enquêteurs et aussi celle des autorités officielles qui ont pris la parole dans les heures suivant le drame, avec retenue et prudence, mais c'était un exercice très difficile, note Stefan Seindorf du DFI. Sur Magdebourg, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un islamiste qui était islamophobe, donc il était contre l'islam et l'islam politique de toute façon, qui avait des problèmes psychologiques, qui étaient plus proches des thèses d'extrême droite. Mais ce que les gens ils ont retenu, c'est que c'était un immigré. Alors personnellement, j'étais sur place à Magdebourg dès la nuit de l'attaque et j'ai été très frappée de voir à quelle vitesse l'ambiance changeait dans la ville dès le lendemain, dès le samedi. Après le moment de sidération et de choc, de dignité aussi dans la douleur, eh bien il y a eu dans la soirée déjà un premier rassemblement de néo-nazis et de hooligans qui essayaient de récupérer l'événement, c'était autour de la gare, et je les ai entendus reprendre dans leur slogan la thèse de l'acte d'un islamiste qui aurait caché sa foi pour mieux frapper. Et à ce stade, il faut bien le redire quand même, l'enquête dément complètement cette piste. Pourtant, c'est celle que diffuse encore officiellement l'AfD. Écoutez la présidente du parti, tête de liste pour les élections, Alice Weidel. C'est le lundi 23 décembre, devant la cathédrale de Magdebourg. Wir sind hier zusammengekommen, der Opfer einer Wahnsinnstat zu bedenken. Eine Tat von einem Islamisten. L'AfD avait appelé à une veillée funèbre, une soirée de recueillement. Cela a tourné au meeting politique. Bref, comme Trump, Weidel fait campagne avec des fake news. C'est une nouveauté, nous dit Hélène Mihière-Delacroix, professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à la Sorbonne et qui fait partie de l'Académie franco-allemande de Paris, un autre de nos 7 partenaires pour cette saison. L'extrême droite impose une grille de lecture créant des chaînes de causalité qui sont pourtant démenties par les faits. Et ça, on l'a très bien vu lors de la campagne électorale dans les Länder de l'Est de l'Allemagne pour les élections régionales. Les entrepreneurs sur place disaient « Nous avons besoin d'une main-d'œuvre immigrée, sinon nous ne pouvons pas faire fonctionner l'économie. » Factuellement, voilà, la nécessité était là. Or, on a en face de cela une autre lecture, une lecture alternative. L'argumentation est remplacée par l'opinion. Les faits sont démentis par mon opinion. Et là, je crois que, en effet, historiquement, on n'a jamais eu ça. Bien sûr, les Allemandes et les Allemands ne vont pas tous tomber dans ce piège, loin de là, mais l'AfD a progressé ces dernières semaines, au-dessus de 20% des intentions de vote maintenant. Peut-être est-ce que c'est dû aussi au soutien spectaculaire qu'elle a obtenu quasiment simultanément à Magdebourg, celui d'Elon Musk, le milliardaire américain qui a rejoint l'équipe de Donald Trump et qui a pris l'Allemagne comme cible sur son réseau X. Il écrit depuis des semaines que Scholz est un idiot incompétent, un clown, que le président fédéral est un tyran et que seule l'AfD pourrait sauver le pays. Et le 28 décembre, il décroche une tribune dans un journal tout à fait respectable, Stefan Seindorf. Mais en tout cas, avec cet dernier épisode avec Musk et son article dans le journal Die Welt, un des grands journaux de référence, tout le monde a compris la politique, même le président et le chancelier, qu'il y a des acteurs qui sont prêts à déployer de l'argent, des instruments pour influencer la campagne électorale en Allemagne, et pour la première fois aussi clairement. Et le débat sur le rôle de Musk et de cette tribune, c'est très contesté. La rédactrice en chef des pages opinion, elle n'est pas restée puisqu'elle était en désaccord avec cette décision de publier cette tribune. Donc tout cela a permis à prendre connaissance d'une campagne sous influence. Musk surfe sur le climat de peur, de colère et de suspicion que j'ai pu observer à Magdebourg, sur les doutes en général qui tiraillent et qui divisent la société. Ce jeudi 9 février, il a organisé une discussion en direct sur X avec Alice Weidel. En ça, oui, ils ont un intérêt mutuel. C'est surtout une alliance pour être contre quelque chose. Et en cela, ils sont très bien trouvés, avec des « il y a que »,« il faudrait que », mais en quelque sorte, c'est une alliance contre nature. Et je crois aussi que Musk, il
ne sait que très peu de choses sur l'AfD. Il ne sait pas, par exemple, que l'AfD était l'opposition principale contre l'établissement de son usine dans le Point de Bourg pour construire les Tesla. Et quand on sait qu'il a 211 millions d'abonnés, c'est donc un multiplicateur énorme pour le parti. Et c'est la même chose quand Musk relaie les vidéos d'une influenceuse complotiste d'extrême droite allemande. C'est de la déstabilisation relativement facile. Jacob Ross de la DGAP. Certains journalistes, mais même des élus en Allemagne rappelaient que ce genre de commentaires de Musk serait pris beaucoup moins au sérieux si l'Allemagne effectivement était dans un meilleur état. L'Allemagne aujourd'hui est une cible facile en quelque sorte et donc Elon Musk exploite déjà ses failles en quelque sorte et Donald Trump à partir du 20 janvier va pas hésiter à exploiter les mêmes failles. Il faut dire aussi que traditionnellement entre Noël et le jour de l'an, la politique allemande se met en pause. Et donc, quand elles sont sorties de leur silence, on a bien senti que les différentes personnalités politiques allemandes avaient besoin de rattraper l'avance prise par les populistes, qu'il fallait frapper fort, et donc on a eu droit à une surenchère sur les questions sécuritaires et sur les questions migratoires, de la part notamment de Friedrich Merz, le candidat de la CDU, qui est le favori pour arriver à la chancellerie. Alors notez-le, son programme, ses positions, ce sera au menu du prochain épisode dans 2 semaines, mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que depuis la rentrée politique le lundi 6 janvier, eh bien l'ambiance n'augure pas vraiment d'une campagne sereine et respectueuse, contrairement aux souhaits émis par le président fédéral, Frank-Walter Steinmeier. Aber ich erwarte, dass dieser Wettstreit mit Respekt und mit Anstand geführt wird. Et je laisse la parole sur ce point à Frank Bassner, qui co-dirige le Forum pour l'avenir franco-allemand. Elle démarre dans un esprit, je pense, un peu malade, dans la mesure où on ne respecte plus ce qu'on s'est promis de respecter, à savoir certaines règles de courtoisie, ne pas attaquer personnellement les autres. Et là, ça ne semble pas tellement tenir. Donc j'ai une petite crainte que beaucoup de gens se détournent de la campagne, ne la prennent pas vraiment tellement au sérieux. Il y a comme une course à qui promet plus aux citoyennes et citoyens. Et donc je crains plutôt que la campagne soit un peu moche. Une impression que confirme Jan Werner du centre Jacques Delors de la Hertie School, qui est aussi l'un de nos 7 partenaires pour cette saison 5. Disons qu'il y a ce narratif très fort d'une Allemagne en danger sur tous les volets et pas seulement sur celui de la sécurité intérieure. L'impression que cette stabilité qu'on a eue est partie. Sur le fond, il y a quand même énormément de choses sur lesquelles on va devoir discuter et on remet en cause beaucoup de fondamentaux, que ce soit en termes économiques ou en termes de politique étrangère. On a entendu assez peu de voix pour l'instant, mais c'était quand même assez rude, je trouvais. Un autre observateur de la politique allemande, c'est Paul Maurice, secrétaire général du Comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA, l'Institut français des relations internationales. Il nous rappelle que la campagne n'a pas vraiment commencé et que la petite musique qui se fait entendre sur Internet notamment, ne va peut-être pas donner le là des prochaines semaines. L'Allemagne est fragilisée, il y a effectivement un German bashing des Allemands eux-mêmes, ce qui est un peu nouveau, mais il reste en Allemagne des structures de société qui sont peut-être moins perméables à l'ère du temps. L'Allemagne, notamment de l'Ouest, mais pas seulement, aussi à l'Est, mais beaucoup à l'Ouest, et encore, j'allais dire, dans un cadre de société qui est un cadre traditionnel, où on voit le rôle des syndicats, le rôle des églises, qui sont encore très fortes, qu'elles soient protestantes ou catholiques. On voit le rôle des associations de la société civile à l'échelle locale, on voit les élus locaux. Tout ceci joue un rôle très important en Allemagne et les partis politiques jouent encore un rôle important. Ils sont effectivement déstabilisés, ils sont affaiblis. On a une offre politique qui n'est plus celle des années 90, avec un éparpillement de la vie politique. Et en même temps, on a quand même une grande stabilité, c'est-à-dire que le parti qui est en tête a plus de 30% dans les sondages, les scores qui font rêver tous les partis européens, c'est un parti classique de centre-droit, plutôt pro-européen, qui est sur des valeurs démocratiques. La question qui va se poser maintenant, c'est est-ce que toutes ces annonces médiatiques, Musk, l'AfD, l'immigration, etc., vont éclipser les thèmes de campagne qu'attendaient les électeurs sur l'économie, sur la question de l'énergie, sur la question de leur retraite. Et à un moment ou un autre, de toute façon, les partis qui font la course en tête, la CDU notamment, poseront ce débat sur la table dans les débats télévisés classiques qui rassemblent toujours de nombreux téléspectateurs, malgré tout, des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, des gens qui ont besoin des médias traditionnels et qui ont besoin d'être rassurés par des politiciens traditionnels. L'occasion de rappeler ici que le but de la politique, entre autres, c'est de régler les problèmes des gens. Mais entre angoisse diffuse, ressenti, réalité complexe, de quoi vraiment ont peur les Allemandes et les Allemands en ce début 2025 ? C'est un reportage de David Philippot.
Dans ce marché couvert dont les allées sont désertées en ce début janvier, Reinhard porte ses sacs de commission. C'est un ancien militaire bénévole dans une association caritative et sa crainte est particulière. Je crains qu'il y ait beaucoup de chantiers à mener à cause de l'incompétence des uns ou des autres et pas assez d'argent et de ressources restantes pour construire l'avenir en Europe. Une inquiétude qui se mesure donc à l'échelle du continent. Il serait important, par exemple, que la France réduise son déficit budgétaire. Mais oui, car nous sommes tous dans le même bateau. Et quand quelqu'un comme M. Orban perce la coque, nous coulons tous. Et l'Europe est la seule île qui peut nous sauver. Les États nationaux, ça ne fonctionne plus. Cette époque est révolue. Nous allons être écrasés entre la Chine et les USA. Nous oublions les belles promesses que se sont faites l'Allemagne et la France il y a des années. Il faudrait les remplir avec de la vie. Cela nous rendrait tellement forts. Dans un parc voisin près du tribunal régional, Carla promène une poussette dans laquelle Yannès, 18 mois, fait la sieste. Elle s'inquiète de la poussée actuelle de l'extrême droite en Allemagne. Ça me fait terriblement peur. Je vis avec une femme et nous avons 2 enfants. Donc nous ne sommes pas, disons, sur la liste des personnes que l'AfD souhaite protéger. Bien au contraire. Deuxième source de préoccupation. Comment je vais pouvoir payer le loyer ? J'ai grandi dans ce quartier et nous avons un bel appartement familial, mais les prix augmentent et ça me fait peur, alors même que nous travaillons toutes les deux. La poussée de l'inflation et la perte de contrôle de l'État figuraient en 2024 parmi les premières peurs des Allemands, selon les données recueillies par l'Institut fédéral Statista. Birgit balade son chien. Les rues sont de plus en plus sales et on a l'impression qu'il n'y a plus de contrôle routier. Ça fonce et ça grille les feux rouges. C'est complètement dingue. On a l'impression que les règles communes ne sont plus respectées. En tout cas, ici, à Berlin. Ailleurs, je ne sais pas. Et je me fais du souci à cause du développement démographique. Où est-ce qu'on va trouver des policiers ou des éboueurs ? Tous ces boulots nécessaires pour le vivre ensemble, on a besoin que des personnes s'en chargent. Ça ne peut pas être réglé par la digitalisation. Les tensions dans la société à cause de l'immigration figurent en 4e place du dernier sondage en date. En revanche, le dérèglement climatique, encore situé dans le haut du classement en 2020, a disparu des préoccupations premières. C'est bien d'entendre aussi ce que nous dit la rue. Il ne s'agit évidemment que de quelques exemples, mais cela reflète une réalité. Et quand on regarde les programmes de la CDU-CSU ou alors du SPD, et les premières affiches même du SPD, on voit qu'il y a partout le mot « Sicherheit », sécurité. Hélène Millard de la Croix, l'historienne de notre bande d'experts, n'est pas surprise. L'intégralité de l'histoire de l'Allemagne d'après-guerre est une histoire de la recherche de sécurité. Il y a d'ailleurs un historien qui s'appelle Erhard Kotze qui a écrit une histoire de l'Allemagne fédérale en l'appelant la recherche de la sécurité. C'est-à-dire se poser, avoir un toit, avoir un métier, avoir une famille, avoir des perspectives et être protégé du malheur. Et on pourrait dire que c'est une banalité et que c'est une caractéristique commune à tous les Européens, sauf que il y avait en Allemagne cette impression d'avoir basculé dans l'extrême et d'avoir soi-même en 1945 subi les conséquences directement de cet extrémisme qui avait eu un résultat catastrophique aussi pour les individus, a conduit à, en effet, favoriser toujours de ne pas plonger dans de l'inconnu. Et donc la demande de sécurité, elle est historiquement, depuis 1945, constante en Allemagne. Alors quand on lit les programmes de la CDU-CSU, du SPD, on voit que cette sécurité, c'est pas seulement une question de sécurité internationale ou de défense. On parle aussi et on promet beaucoup de sécurité matérielle, des garanties sociales sur les retraites ou l'emploi. Et ça, c'est une vraie attente de la population, nous rappelle Stefan Seidendorf du DFI. Il y a comme un sentiment de peur de déclassement matériel des couches moyennes inférieures, qui ont cette impression que les temps qui vont venir vont être plus difficiles, plus durs. Les sujets qui inquiètent les électeurs, c'est comme en France, l'inflation et le pouvoir d'achat. Ensuite, il y a des partis, les extrêmes notamment, qui cherchent un bouc émissaire. Donc, il y a un peu plus de chômage qu'avant, alors qu'il n'y a pratiquement pas de chômage, et c'est la faute aux étrangers. Et pour l'instant, tout le
défi pour les partis établis, les partis démocratiques, c'est de faire la part des choses, répondre aux inquiétudes des électeurs et ne pas tomber dans les caricatures. Après 2 années de récession, il y a aussi une vraie crainte que le modèle économique allemand ne tienne pas la route, qu'il ne saura pas s'adapter. Et ce débat va dépasser les discussions entre seuls économistes, selon Martin Koopman de la Fondation Genshagen. Je pense que l'avenir économique de l'Allemagne primera dans cette campagne électorale. Je pense que si les Allemands et les partis politiques ont compris une chose de la campagne électorale des démocrates aux États-Unis, c'est que la négligence des soucis économiques, de l'avenir économique de chacun et chacune dans la population a été vraiment puni avec la victoire de Trump. Donc, tirer une leçon de cette expérience, ce sera très important, je pense, pour l'Allemagne. Et le climat, le réchauffement climatique, c'était le sujet principal de préoccupation lors des dernières élections législatives, mais le vent a tourné et les acteurs de la transition sur le terrain l'ont bien remarqué, nous dit Frank Bassner du Forum pour l'avenir franco-allemand qui accompagne justement les collectivités sur ces questions. On a la crainte vraiment que ce soit un peu oublié dans cette campagne électorale, dans les soucis que les gens peuvent exprimer, dans les sondages par exemple, mais aussi dans le dialogue quotidien qu'on peut avoir avec les voisins, avec les gens qu'on connaît. Ces priorités ont changé. S'il y a une inondation, tout le monde en parle. Voilà. Mais quand ça ne me concerne pas directement, c'est pas une priorité que je peux avoir tous les jours. Et c'est même compréhensible. Si les prix augmentent trop sur justement la nourriture, qui est devenue quand même assez chère, ça concerne mon quotidien, directement. Il n'y a que les Verts qui disent évidemment, parce que c'est quand même leur cheval de bataille, qu'il ne faut pas oublier ces problématiques du climat, parce que le climat n'attend pas, simplement. Et l'Europe, il faut qu'elle soit au cœur des discussions, espère Jan Werner du Centre Jacques Delors de la Hertie School. L'Allemagne a un grand problème de compétitivité et l'Europe là aussi. Et on est quand même dans un marché commun, tout a une incidence, toute politique nationale a aussi une incidence européenne. Donc mon souhait serait quand même de voir une campagne où on ne crée pas l'illusion d'une Allemagne qui flotterait comme une île. Et en Allemagne, on a un peu tendance à faire comme si on était un petit pays parmi d'autres au sein de l'Union européenne, qu'on n'avait pas de rôle particulier à jouer, qu'on n'a pas de pensée stratégique particulière. Et quand on parle à des politiques d'autres pays, c'est exactement l'inverse. Tout le monde regarde vers l'Allemagne et attend ce qu'ils vont faire parce qu'ils ont un point énorme et en franco-allemand encore plus grand quand il y a cette convergence franco-allemande. Donc je souhaiterais que ce soit présent et qu'on n'oublie pas que justement sur ces sujets très importants pour le futur de l'Allemagne, on est aussi dépendant des autres partenaires européens qu'il faut prendre en compte leur position. Martin Koopman de la Fondation Genshagen est pessimiste sur ce point. Ça ne va pas être très présent, à mon avis, comme toujours. Mais l'Europe sera présente tout de même à l'arrière-plan dans certains débats, par exemple pour la défense, notamment parce que la Pologne vient de prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne. C'est la guerre en Ukraine, c'est les questions de sécurité qui demandent, ça c'est clair et c'est très certain, une réponse européenne. Et j'espère que tous les candidats vont se positionner très clairement dans ce contexte et dire qu'il faut se réunir avec les Français, avec les Polonais. J'espère que les candidats, Merz et Scholz notamment, mais aussi Robert Habeck, vont donner une réponse convaincante. Faut-il s'attendre aussi à des prises de position sur les relations avec la France ? À Paris, on observe de très près cette campagne. Paul Maurice du CERFA. On a toujours une crainte quand on voit une campagne électorale en Allemagne, vue de la France, c'est que la France soit oubliée. Soit oubliée, soit vue comme un repoussoir pour certains partis politiques. En 2021, les questions européennes, les questions franco-allemandes avaient été très très en marge de la campagne électorale. Friedrich Merz est très francophile. Est-ce que ça veut dire qu'il fera une politique franco-allemande ? Il faut rappeler que Wolfgang Schäuble était très francophile et il n'a pas été très tendre envers la France. Néanmoins, ça rassure à Paris de voir un interlocuteur qui va faire attention aux partenaires et qui va faire attention à la discussion avec le partenaire. Est-ce que tout ceci permettra de faire avancer l'Europe ? Nous verrons après la nomination du gouvernement. Mais avant, il faudra trouver une majorité. Il y a un émiettement électoral qui débouche sur un problème important. À ce stade des sondages, on voit que 20% des voix exprimées pourraient aller à des partis qui ne passeront pas la barre pour être représentés au Parlement, et cela pose un problème qui peut affaiblir la démocratie. Frank Bassner. Eh bien, quand on a vu, comme c'est mon cas, pas mal de campagnes électorales, quand on a vu une transformation du paysage politique en Allemagne de 3 partis à 6 partis, voire 7 partis, avec des petits groupuscules en plus, on se préoccupe de la stabilité politique, simplement. C'est un peu comme en France. Donc, j'espère qu'il y aura un résultat net et clair. Et après, il faudra composer. Aucun parti n'aura la majorité absolue, c'est clair.
mais qu'il y ait des compositions possibles, qu'il y ait des alternatives, des choix politiques à faire, en formant un gouvernement à deux. 2, c'est mieux que 3, on l'a bien vu. 3, c'est très difficile de réussir sur les sujets compliqués qui sont devant nous. Et on l'a vu clairement en Autriche il y a quelques jours avec l'échec des négociations de coalition à 3 partis, ce qui ouvre la porte de la chancellerie au parti d'extrême droite radicale FPÖ. Jan Wernert. Il faut pouvoir se parler. Et je pense que ça a plutôt renforcé ce sentiment-là, les événements en Autriche. Quel que soit le résultat électoral de l'AfD, il faut la tenir à l'écart du gouvernement. Être prêt à faire des consensus, ça c'est extrêmement important. À modifier peut-être les propres positions, pas au cours de la campagne électorale, mais après, pour former une vraie coalition qui sera stable pour les 4 ans à venir. Donc, on a vu en Autriche que ça n'a pas marché, et ça prouverait la vraie stabilité et la vraie sérénité aussi de la démocratie allemande. L'Autriche comme une alerte, on se souvient ici aussi des grandes manifestations contre l'extrême droite il y a 1 an dans toute l'Allemagne. Et d'ailleurs, on attend encore des opposants ce week-end dans la petite ville de Riesa où l'AfD tient son congrès. Vous l'entendez, l'actu ne s'arrête pas et le podcast avec un K va vous aider à suivre tout ça. Mais avant de finir, voici une dernière réflexion de la part de notre bande d'experts. Et forcément, en tant que journaliste, cela me parle particulièrement. La parole est à Jacob Ross de la DGAP. Après avoir passé une partie de l'automne aux États-Unis pour suivre au plus près l'élection américaine, Jacob formule un souhait pour la campagne allemande. Alors j'espère que ça restera aussi factuel que possible. Je pense qu'il y a un grand risque, on l'a vu là récemment, une grande tentation et pour l'ensemble de l'échiquier politique d'exploiter ce genre d'histoire, de narratif sans trop se soucier des faits. Donc j'espère encore une fois que ça restera aussi factuel que possible, mais j'ai des grandes craintes et doutes là-dessus. Voilà, informez-vous, écoutez-vous, débattez et comptez sur nous pour vous accompagner dans ce moment démocratique, que vous soyez électrice ou électeur le 23 février prochain ou pas du tout. Merci à toutes et à tous de vos écoutes, en forte progression ces dernières semaines. Merci aux premiers donateurs de notre levée de fonds. Merci aux amis qui se chargent toujours si gentiment des voix françaises. Le podcast avec un K revient dans 2 semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.